L'attitude gagnante, finalement, c'est une équation assez simple que nous pouvons chacune nous approprier, puisque c'est la combinaison entre l'état d'esprit gagnant, à savoir que c'est notre disposition mentale, à savoir nos pensées, notre volonté, et aussi la perception que nous entretenons vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre environnement. Combiner cette perception mentale à nos actions. Il est évident que si on reste assis dans son fauteuil en se disant « j'ai une super attitude gagnante aujourd'hui », il ne va peut-être pas se passer grand-chose. Et donc nos actions, notre comportement, c'est la mise en œuvre de cet état d'esprit tourné vers la volonté d'entreprendre, de réussir et d'innover. Que vient faire l'échec là-dedans? L'échec est un frein, l'échec est un poids, et beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, particulièrement en Europe francophone, ont du mal à passer à l'action de peur de l'échec. Alors la première chose qu'on peut en dire, c'est que ça arrive à tout le monde de se planter une fois de temps en temps. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas grave, je ne suis pas du tout en train de dire que ça n'a pas de conséquences. Je suis juste en train de vous présenter les choses en vous disant, finalement, ça fait un peu partie du jeu de la vie, de tester des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins. Ça me paraît être une des bases d'innovation, tiens d'ailleurs, de tester des choses et voir ce qui fonctionne pour arriver à créer une rupture. Réfléchissons-y 2 minutes. Dans le business, on sort quand même d'une époque où on imaginait que si nous n'avions pas réussi à l'école, on ne trouverait pas d'emploi. Sans diplôme, pas de boulot. Pire, sans diplôme, pas de compétences intellectuelles. Si on faillit à l'école, c'est qu'on est stupide. Si vous faites un petit détour par la fiction, le héros dans les années 70 jusqu'aux années 2000 à peu près, pensez à Superman, pensez à Spider-Man, pensez à Batman, tous ces héros de fiction que vous avez croisés à un moment dans votre jeunesse, ou si vous avez des enfants, ils sont tous plus ou moins irréprochables, plus ou moins parfaits, à l'exception d'un détail qui les fait trébucher de temps à autre. Ils sont plutôt exceptionnels. Et dans la vie en général, il y a une époque où les esprits les plus brillants sur la planète postulaient que la Terre était plate. Et pour peu que vous pensiez autrement, c'était plutôt mal barré. Et pourtant, ils faisaient erreur. Les erreurs de perception, l'échec, font partie de notre existence. Et dans mes recherches personnelles sur la réussite, je me suis rendu compte que les personnes qui réussissent, elles aussi, elles y sont confrontées. Alors pour vous, c'est peut-être naturel, vous pouvez dire, bah oui, forcément. Pour moi, c'était une découverte. Je croyais naïvement que les personnes dont je vais vous parler étaient prédisposées pour le succès. En fait, pas tellement. Si vous prenez le patron de Virgin, Richard Branson, l'entrepreneur britannique, dyslexique, dans les années 50, donc à une époque où c'était beaucoup moins diagnosticable et admis peut-être qu'aujourd'hui, donc potentiellement pas spécialement favorisé au niveau scolaire. Et il y a une anecdote dans son parcours que je partage avec vous par rapport à l'échec. Le jeune Branson lance un magazine à l'âge de 16 ans qui s'appelle Student, et il comprend assez rapidement qu'il y a quelque chose à faire au niveau vente par correspondance avec la musique. Et donc il commence à écouler des cassettes et des vinyles par correspondance. Imaginez sa réaction quand la poste britannique annonce ce qui va devenir la plus longue grève de son histoire. Il aurait pu se réveiller un matin en se lamentant sur son sort et en disant « c'est trop injuste ». Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il a fait? Premier réflexe de l'entrepreneur, le plan B. Il cherche un local, un rez-de-chaussée commercial, qu'il loue. Et il dit à son petit staff de l'époque, puisqu'on ne peut pas amener la musique chez les gens, on va faire en sorte d'amener les gens chez nous pour écouter de la musique. Il crée une expérience musicale. Et pour ceux d'entre vous qui s'en souviendraient, c'est les années 90, l'époque faste des Virgin Megastore.
Autre exemple que vous connaissez, le patron d'Apple, cofondateur de la société, Steve Jobs, qui est décédé en 2011. Je pensais aussi que lui avait été probablement prédisposé à réussir. Et puis, vous l'avez certainement lu ou entendu, à l'âge de 30 ans, alors qu'il a lancé Apple et que l'entreprise fonctionne, remercié par ceux qui font partie de sa société. Donc ce qui a fait l'objet de l'entièreté de sa vie jusque-là, en tout cas de sa vie adolescente, adulte, jusqu'à 30 ans, enlevé. Beaucoup d'observateurs ont dit que Steve Jobs avait commencé une traversée du désert à ce moment-là. Rétrospectivement, Steve Jobs a expliqué avoir entamé une période ultra créative dans son existence. Il lance Next, une société d'informatique, qu'Apple rachète une dizaine d'années plus tard, au moment où Steve Jobs revient dans l'entreprise. Et surtout, en termes d'innovation, Steve Jobs développe Pixar, qu'il rachète à George Lucas pour une bouchée de pain, parce que les ingénieurs qui faisaient de l'animation, ou au début d'animation sur ordinateur, n'en étaient encore nulle part à ce moment-là. George Lucas ne savait pas quoi faire avec. Et Jobs rachète Pixar, et pour peu que vous ayez des enfants, vous connaissez Nemo, vous connaissez Cars, vous connaissez tout ça, même si vous n'avez pas d'enfants d'ailleurs. Premier studio d'animation au monde. On connaît souvent Steve Jobs pour le côté Apple, mais une des grandes réussites de Steve Jobs, c'est Pixar. Et donc ce monsieur aussi a subi un sacré échec quand il s'est retrouvé viré de sa société. Il aurait pu se lamenter. Il dit qu'il a eu quelques mois où il a un peu pataugé. Il a rebondi. Dans la vie, si vous regardez bien, il y a une quantité de gens qui passent leur temps à regarder en arrière en se lamentant sur ce qui aurait pu arriver, sur ce qu'ils auraient dû faire autrement, ou à se concentrer sur là où ils ont trébuché. Et là où moi ça m'intéresse, c'est de me dire qu'est-ce qui fait que d'autres, qui ne sont pas biologiquement différents, qui ne sont pas intellectuellement nécessairement plus malins, se lèvent tous les matins pour faire une différence, chercher, creuser, trouver de nouvelles idées, lancer de nouveaux produits, innover. C'est toujours facile de regarder l'histoire quand on la réécrit en arrière, hein. Mais la plupart des gens qui ont réussi, qui ont innové, ils ont fait de sacrés paris. Et moi j'ai décidé de me concentrer là-dessus. Alors je les appelle des héros. C'est la terminologie que moi j'utilise, et le projet sur lequel je travaille depuis 8 ans, ça s'appelle l'attitude des héros, parce que c'est l'attitude gagnante des gens qui réussissent. Un héros, si vous voulez ma définition toute simple, c'est une personne qui tient le rôle principal dans une histoire. Et les entrepreneurs dont je m'inspire, le moins qu'on puisse dire, c'est ce qu'ils ont fait. Après, on les aime ou on les aime pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ils ont mené leur pari, leur défi, jusqu'à leur terme. Je m'appuie sur quoi pour faire ça? J'ai fait la crimino. Diplômé de l'université de Liège, j'ai adoré ces études, qui étaient un joyeux bordel où il y avait un peu de tout dedans. Et je me suis surtout intéressé aux aspects sociologiques de la crimino. Le criminologue, c'est quelqu'un qui apprend à regarder le comportement d'une personne au sein d'un groupe. Et le criminologue, il se focalise sur ce qui amène généralement les gens vers le bas. Après quelques années d'exercice, j'ai juste choisi d'inverser le sens de la flèche. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui crèvent le plafond plutôt vers le haut, au lieu de regarder vers le bas? Et dans cette réflexion sur les grands entrepreneurs, sur l'attitude gagnante et sur le rapport à l'échec, j'ai pu remarquer qu'il y avait 2 schémas de fonctionnement principaux que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvions adopter par rapport à l'échec et potentiellement à l'innovation. Et c'est ça que je viens partager avec vous. Le premier schéma, ce sont les gens pour qui l'échec est quelque chose de négatif, de mauvais, d'irrémédiable. Pour ces personnes-là, l'échec a un caractère absolu. Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'ils viennent de rater, ils tendent à globaliser l'échec à leur fonctionnement en tant que personne. C'est le raisonnement, forcément que ça devait merder, hein, t'es nul. Hein. De toute façon, à chaque fois que tu fais quelque chose, ça finit de travers. Caractère absolu. Deuxième caractéristique pour ces personnes, c'est que l'échec rend la personne qui raisonne de façon absolue bancale vis-à-vis d'elle-même. Elle ne peut même pas s'appuyer sur sa propre personne. Elle se regarde dans le miroir en disant oui, forcément, hein, à chaque fois que tu fais quelque chose, ça ne va pas.
peut même pas compter sur toi. Très souvent, elles sont au-delà du doute vis-à-vis d'elles-mêmes. Elles savent ou elles sont convaincues qu'elles sont incapables de faire quoi que ce soit de chouette. Alors, évidemment, je caricature et je réduis puisque je vous parle pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais vous imaginez bien que c'est compliqué de vivre avec soi-même quand on a ce regard-là sur soi. Du coup, c'est le monde entier en fait qui est mauvais. Ces personnes-là ont tendance à globaliser. C'est l'humanité qui va mal et qui court à sa perte. Et certains événements, récents ou non, tentent à leur faire dire « j'ai raison, vous voyez que ça va mal. Les gens sont méchants. » Une belle image de méchant. Donc ces personnes-là ont tendance à globaliser en disant c'est toujours sur les mêmes que ça tombe et c'est toujours les mêmes qui ont du pot. Vous imaginez bien que dans ce schéma de pensée, l'échec est inévitable, c'est inexorable, ça va arriver, ça nous pend tous au nez. Du coup, puisque l'échec est quelque chose qu'on ne peut éviter, on cherche à faire comme si ce n'était pas important. La plupart du temps, les personnes qui fonctionnent comme ça, elles tendent à disqualifier l'échec. Elles le glissent sous le tapis. Elles font semblant que ce n'est pas arrivé, c'est une porte qui se referme, elles passent à autre chose. Elles cherchent à fuir l'échec. Elles le cachent, particulièrement sur le CV. Et du coup, la résultante, c'est qu'elles courent en avant pour fuir l'échec. Ça leur fait peur. De manière très simple, ça signifie que si vous prenez l'état d'esprit et l'attitude de ces personnes-là, et que vous le réinjectez dans le corps qu'elles avaient quand elles avaient 6, 7, 8 ans, elles ne monteraient pas sur le vélo. Parce qu'il y a des chances de tomber. Il y a le risque de tomber. Et en tant qu'adulte, l'échec est utilisé comme la plus grande excuse pour ne pas faire les choses ni passer à l'action. Et souvent dans le business, on raisonne un peu comme ça, en se disant, bon, on ne va pas y aller, parce que il y a toutes les chances pour que ça ne fonctionne pas. On pose souvent la question pourquoi plutôt que de se dire pourquoi pas. Ça, c'est la première disposition, de manière succincte et schématisée. Si vous traduisez chacun des mots, vous avez absolu, bancal, universel, inévitable, non pertinent, qui mène à la peur et qui sert d'excuse. Et si vous réordonnez le truc, vous avez l'acrostiche en anglais de failure, qui nous donne bien des caractéristiques de l'échec. Les gens qui raisonnent comme ça, ils ont en partie raison. Ils ont en partie raison. Et j'en sais quelque chose, puisque quand j'ai planté ma première candie à l'UNIF, je me voyais comme ça. Quand j'ai eu mon premier accident de voiture assez grave, mais heureusement personne ne blessé, j'ai pensé comme ça. Et à chacune des ruptures amoureuses que j'ai éprouvées, c'est jamais moi qui ai été à l'origine d'ailleurs, je me suis aussi senti un peu comme ça. Et vers l'âge de 30-33 ans, je me suis dit, il doit y avoir moyen de voir les choses autrement quand même. Et les entrepreneurs que je regarde et dont j'étudie le fonctionnement, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils sont aussi confrontés à l'échec. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'ils perçoivent les choses un tout petit peu différemment. En premier lieu, c'est ce qui leur permet d'innover, de continuer à avancer et de trouver de nouvelles idées. En premier lieu, pour les gens qui réussissent, l'échec est quelque chose de relatif. Ça veut dire que s'ils plantent sur un dossier, ça ne veut pas forcément dire que tous les départements de leur existence sont concernés. L'écrivain brésilien Paulo Coelho, que j'aime beaucoup par ailleurs, nous dit, de manière un peu malicieuse, « Rien n'est tout à fait faux. Même une horloge cassée va juste 2 fois par jour. » Voilà une manière assez sympathique de relativiser les choses. Deuxième caractéristique de l'échec, pour les gens qui réussissent, c'est que c'est quelque chose de personnel, c'est intime. Ils l'acceptent, ils en prennent la responsabilité. Ça ne veut pas dire que ça leur fait plaisir. Ça veut juste dire qu'ils ne cherchent pas à s'en dédouaner. Quand ça arrive, c'est un élément dans le processus. Ça fait partie du jeu, il y a probablement quelque chose à en retirer. Et donc, ils prennent leur responsabilité par rapport à ça. Ils ne cherchent pas à s'en défiler, même si c'est inconfortable ou douloureux. Troisième caractéristique de la relation à l'échec,
que mes héros entretiennent, c'est que c'est ajustable. C'est pas parce qu'on a foiré cette fois-ci qu'on va foirer la fois d'après. Ça veut dire qu'on peut relativiser les choses et se dire, bah tiens, finalement, ce qu'on a testé aujourd'hui qui ne fonctionne pas, vous avez des tas d'exemples. Dans l'histoire, dans la science, dans les innovations, vous avez des tas d'exemples, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui et où demain ou après-demain, ça mène au succès. C'est probablement l'élément clé. C'est que pour ceux qui réussissent, l'échec sert de levier d'apprentissage. De nouveau, ça ne veut pas dire que c'est agréable, mais les personnes qui réussissent, pensez à James Dyson, l'inventeur de l'aspirateur sans sac, il a fait 5126 prototypes de son appareil avant que le 5127e fonctionne. Voilà une innovation qui, s'il s'était dit que l'échec était irrémédiable et absolu, n'aurait jamais vu le jour. Au contraire, James Dyson dit « J'ai appris de chacun d'eux. C'est ça qui m'a permis d'avancer. » L'échec est un levier d'apprentissage. Le professeur Tal Ben-Shahar, qui a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle « L'apprentissage de l'imperfection », L''imperfection, a cette phrase magnifique qui dit « Si nous n'apprenons pas à échouer, nous échouons à apprendre. » C'est en apprenant à nous tromper que nous pouvons innover. L'échec devient donc un ingrédient utile. De nouveau, ce n'est pas nécessairement agréable, mais c'est ce qui nous permet de développer notre expérience, notre savoir-faire, de nous y entraîner. C'est marrant parce que quand on apprend un sport, quand on apprend un art, si vous peignez par exemple, ou vous apprenez la pratique d'un instrument de musique, on sait bien qu'on ne va pas y arriver tout de suite. Mais pourtant, à l'école ou dans le business particulièrement, on a tendance à se dire un coup, une vie. Si ça ne marche pas tout de suite, on arrête. Les gens qui réussissent s'autorisent à s'entraîner et à foirer et à réussir. En fait, tout ça fait partie de notre évolution en tant qu'être humain. Si on veut bien y réfléchir 2 secondes, si l'espèce humaine avait été inapte à s'adapter et à rebondir face aux échecs, on ne serait aucun dans cette salle pour en parler, on serait éteint depuis bien longtemps. L'adaptation, ça suppose de saisir des opportunités, de les créer, et ça suppose de rebondir sur des échecs. Je vous ai parlé des héros de fiction, je fais un petit aparté dans l'univers de Batman. Le jeune Bruce Wayne, dans le premier épisode, quand il est interprété par Christian Bale, il tombe dans le puits, dans le domaine familial. Quand son père vient le chercher, il ne lui dit pas « tu n'iras plus jamais, hein, mon gars ». La première chose qu'il lui dit, c'est « pourquoi est-ce qu'on tombe ?» Pour apprendre à se relever. Le processus est itératif dans l'apprentissage. C'est le levier. J'en ai parlé à mes Jedi et à moi. Je dis souvent que j'ai mon comité des sages, ou j'ai bien dit sages, pas singes, même s'ils aiment bien faire les singes de temps en temps. Autour de moi, et je vous invite chacun à avoir cette réflexion, j'ai identifié mes Jedi, les gens où je me dis j'aimerais bien être comme lui quand je serai grand, ou comme elle. Et quand je leur ai demandé comment ils percevaient l'échec, un des traits caractéristiques qui est revenu systématiquement, c'est ça, c'est que c'est un carburant pour avancer. Ça alimente la passion. C'est ce qui fait qu'on a envie de trouver la solution alors qu'on bute contre le mur pour le moment. Et chez les personnalités dont je vous ai parlé jusqu'ici, c'est aussi au cœur de leur processus. Trouver la force que nous avons en nous quand on fait quelque chose et qu'on a envie d'aboutir. De nouveau, si vous prenez cette disposition dans son ensemble, relatif, personnel, ajustable, qui sert d'outil d'apprentissage utile, faisant partie de notre évolution et qui est un carburant, en anglais remis dans le bon sens, vous avez cette notion de failure, tout pareil. Sauf que ça ne veut pas dire exactement la même chose cette fois-ci. Et si vous le prononcez un peu à la française, failure, ça se rapproche assez bien de fêlure. La fêlure, dans un mur ou dans un vase, c'est quand même ce qui permet de faire passer la lumière. Qu'est-ce qui nous permet de changer? C'est mon mot de conclusion. Je crois qu'on peut revoir notre perception de l'échec. Et c'est le vœu que je souhaite à chacun d'entre nous pour cette année 2015. C'est revoir notre perception de l'échec pour nous dire qu'à moins qu'on le décide et qu'on le choisisse nous-mêmes, l'échec n'est pas quelque chose d'absolu, c'est relatif.
L'échec n'est pas quelque chose de permanent, c'est temporaire. L'échec n'est pas opposé à la réussite. Ça en fait pleinement partie. C'est un ingrédient. Et si on accepte de s'entraîner à voir les choses comme ça, la question, elle change un peu. On n'est plus dans l'opposition, est-ce que je vais échouer ou est-ce que je vais réussir? On arrive à une question qui devient, comment je vais faire pour utiliser ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrive dans la vie et transformer ces expériences en levier de succès. J'espère que vous aurez, avec cette courte intervention, compris que mon intention était de vous montrer qu'échec et succès sont finalement assez proches l'un de l'autre. C'est les deux faces d'une même pièce de monnaie. Je répète que ce n'est pas toujours agréable quand ça arrive, mais que c'est la manière dont on peut voir les choses et que, au final, l'échec, c'est un événement qui survient et auquel nous choisissons d'accorder une couleur. Et cette couleur peut être irrémédiable et péjorative, ou elle peut être amère, mais relative et nous servir de levier à l'apprentissage. Et puis bon, comme on est en début d'année, je vous laisse avec ma petite maxime personnelle sur le sujet, c'est que on a coutume de dire qu'on récolte ce qu'on sème, et donc puisqu'on récolte ce qu'on sème, plantons-nous. Je vous remercie.